Depuis 30 ans, chaque élection majeure en Côte d'Ivoire ressemble à une répétition. Une loi apparaît, un candidat disparaît, et le débat se transforme en combat juridique. 1995, la loi contre Ouattara. 2000, l'article 35 contre lui encore. La dernière élection à laquelle il participe, au premier tour, il a 1 700 000 voix. C'est plus qu'Alassane Ouattara au premier tour, en 2010. Oui, c'est la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé. Beaucoup de ses militants ont rejoint Alassane Ouattara aujourd'hui. Oui, ça aussi c'est une réalité. Mais pour revenir à la question, c'est par rapport à l'appréciation du droit en Côte d'Ivoire. On a souvent l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a un miracle qui encadre le droit. En 1995, le droit a parlé et le droit a dit que Alassane Ouattara opposant est inéligible pour l'élection présidentielle. En 2000, le droit a parlé en Côte d'Ivoire, le droit a dit que Alassane Ouattara opposant est inéligible pour les élections. Ça crée des tensions, etc. Aujourd'hui, en 2025, il y a deux personnalités qui pouvaient ébranler, voire battre le président Alassane Ouattara. Il s'agit d'Etienne Thiam et Laurent Gbagbo. Impossible. Et ces deux personnalités-là, le droit a encore parlé et le droit a dit qu'ils sont inéligibles pour l'élection présidentielle. La question que je voudrais poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'à chaque fois en Côte d'Ivoire, lorsque le droit s'exprime, le droit parle toujours en défaveur de l'opposition et en faveur du pouvoir? D'accord. Alors, non, c'est Mohamed Lamine, c'est ça? C'est ça. D'accord. Non, c'est pas juste. Alors, il faut distinguer les situations. En 1995, une loi a été adoptée dans le code électoral en vue d'éliminer un adversaire. C'est le droit. Oui. C'est une loi. Donc c'est le droit qui a parlé. Oui, mais cette loi a été créée spécialement. Comme si Thiam estime que l'article 48 aussi. Laissez-le répondre. Donc une loi a été créée spécialement pour éliminer un adversaire. En 2000, une loi a été constitutionnalisée pour éliminer un adversaire. D'ailleurs, au Forum des réconciliations nationales, le président Laurent Gbagbo a dit « Mais pourquoi vous avez peur de dire la vérité ?» La vérité, c'est que l'article 35 de la Constitution a été fait contre le président Alassane Ouattara. Ça, c'est les situations qu'on peut dénoncer. Depuis que le président Ouattara est là, aucune loi n'a été prise contre un adversaire. L'opposant dont vous parlez fait référence à une loi qui date de 1961. Donc on ne peut pas dire qu'en 1961, Alassane Ouattara, sachant que Tidiane Thiam serait candidat peut-être 40 ans après, etc. Donc c'est une loi qui existe. Et cette loi, je rappelle, contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'il dit que la loi n'a été réactivée que contre lui. Je peux vous envoyer de la documentation. Depuis 1981, cette loi a été appliquée contre des citoyens lors des élections législatives. Et je vous dis que Jenny Kobena, vous vous rappelez l'affaire Jenny Kobena, c'est l'article 48 du Code de la nationalité qui a été utilisé contre Jenny Kobena. Je ne parle même pas de Tioté qui étaient victimes de cette loi. Adama Sanogo, à Bobo, s'est vu contester son éligibilité par Simon Lévesque Gbagbo et par Orbe à l'époque sur la base de l'article 48 parce qu'il y aurait une double nationalité. Donc ça a été faux. C'était encore un mensonge de dire que cette loi est spécialement dédiée, a été faite contre lui. Maintenant, ceci étant, je reviens encore en arrière. Alassane Ouattara était opposant en 2010, on est d'accord. Lors de l'adoption ou lors de l'analyse des dossiers donc en 2009, il était opposant. Alors qu'on avait des accords donc, de Marcoussis qui demandaient que tous les candidats, enfin tous ceux qui ont participé à Marcoussis puissent être candidats, et qu'il y avait cette lettre de Pretoria où Laurent Gbagbo donc, demandait que pour l'élection 2005, les uns autres puissent être candidats. Qu'est-ce que Yao Polindré a dit? Il a refusé d'appliquer donc la directive ou la lettre de Laurent Gbagbo, estimant que cette lettre visait seulement 2005. Et ensuite, il a exigé que tous les candidats à l'élection présidentielle qui déposaient leur dossier en 2009 puissent le faire conformément au code électoral et à la Constitution. Alassane Ouattara a déposé ces dossiers. Tous les dossiers demandés par le code électoral ont été déposés par Alassane Ouattara et son dossier a été analysé comme tous les autres candidats et ça a été accepté. Donc, opposant, là, le droit a été dit et il remplissait les conditions. Maintenant, on a deux situations. Une personne qui a organisé lui-même son éligibilité, parce que lorsqu'on vous dit que pour être candidat, il faut renoncer à une nationalité et que vous ne renoncez pas à temps à cette nationalité, alors que personne d'autre n'a de l'influence sur ce processus. C'est vous-même qui pouvez entreprendre une procédure de renonciation. Vous avez été élu à la tête d'un parti en décembre 2023. Vous attendez presque 16 mois avant de renoncer, alors qu'au cours du congrès, votre parti a pris une option sur vous pour être candidat. Vous aurez pu renoncer le mois qui suit. Et puis, vous avez des candidats qui étaient donc frappés par une décision de justice, et puis d'autres candidats qui ont de parrainage. Donc, c'est aussi ça l'état de droit. Et le président Laurent Gbagbo, au braquage de la BCAO, où la BCAO ne fait aucune plainte. Vous n'avez pas l'impression aussi que la justice aussi, le droit parle en défaveur? Non, ça c'est ce que lui dit. Ça c'est ce que lui dit. Et qu'est-ce que vous dites? Non, écoutez, moi je me refuse de commenter les décisions de justice. C'est une question de principe. Il y a eu un procès, il avait des avocats, contrairement à ce qu'il dit à ce procès. Il a été représenté par des avocats. Il y a eu donc le principe du contradictoire et à fait il a été condamné. Donc je me refuse de condamner une décision de justice. D'accord. Voilà. Maurice Gambouté. Moi j'ai une question par rapport à tout ce qui est promesse électorale. Oui. En 2020, on parlait d'émergence. Oui. Après 2020, on n'a plus parlé d'émergence. Je ne sais pas si les indicateurs de développement qui sont là peuvent prouver qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est émergente. Pour aller en 2025, on parlait d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire, si je me souviens bien. On a eu 50,10% de suffrages exprimés. Ça veut dire qu'il y a environ la moitié des électeurs, donc on griffe environ la moitié des Ivoiriens qui ne se sentent pas unis, ou bien qui ne sont pas en tout cas solidaires de la politique du président Alassane Ouattara. On va maintenant vers 2030. Et la promesse électorale, c'est pour une grande Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens ont déjà accordé leur bénédiction, en quelque sorte, au président Alassane Ouattara. Donc, ça, on ne va pas revenir dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est dans le programme d'Alassane Ouattara
qui peut aujourd'hui conforter les citoyens sur le fait qu'il va effectivement atteindre les objectifs ou bien la vision politique qui anime sa campagne. Parce que certains éléments, tout simplement, par exemple, le métro d'Abidjan, qui n'a pas fini d'être construit, en tout cas dans le délai qui était prévu. Et il n'y a pas très longtemps, on a entendu le ministre Patrick Hachi parler de TGV. Donc, on se rend compte d'une certaine manière qu'on annonce de certaines visions politiques, mais dans l'exécution, il y a en tout cas une partie inachevée. Mais on n'a pas encore achevé, mais on annonce encore de nouveaux objectifs. Est-ce que les fruits vont tenir la promesse des fleurs? On va faire court, on va permettre au ministre de répondre. Non, sur les projets, j'aurais dit, de par ma position aujourd'hui, parce que je gère quand même aussi un département ministériel, j'ai géré avant cela un autre département ministériel. Dans la conduite des projets, il faut tenir compte de plusieurs aléas. Donc on peut avoir un projet avec une date précise, après il peut y avoir des aléas. On a un cas très précis. On sait tous qu'on a eu la Covid en 2020. Et lorsqu'on a eu la Covid en 2020, c'est toute l'économie mondiale qui était quasiment à l'arrêt. Et donc si vous aviez planifié un projet et que là, vous avez cette pandémie qui d'abord a un impact sur les coûts, et ensuite a un impact sur les délais donc, de production, etc. C'est un exemple précis que je donne. Vous ne direz pas que, bon, écoutez, j'avais promis faire tel projet en 2 ans, finalement, pour qu'on le fasse à 3-4 ans. Je pensais que vous m'auriez dit qu'on a renoncé au projet donc, du métro. Le projet du métro avance très bien, en dépit donc, de quelques difficultés, mais qui ont été levées à travers donc, des discussions. Aujourd'hui, les rails sont déjà faits, les emprises ont été libérées, donc le projet va aller à son terme. Et c'est ce qui est important. Parce que ce qui aurait été désastreux, c'est de dire qu'on annonce des projets qui, en définitive, ne se font pas. Lorsque on est arrivé aux affaires en 2011, il faut savoir d'où nous partons. En 2011, nous avions 55% de pauvres en Côte d'Ivoire. Avec une politique sociale et économique hardie, en 2021, nous sommes tombés à 37% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et notre objectif, c'est d'aller à 20% de pauvres à l'horizon 2030. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions d'Ivoiriens qui sont sortis de la pauvreté. C'est-à-dire que si nous n'avions pas baissé le taux de pauvreté, on aurait 5 millions d'Ivoiriens supplémentaires pauvres aujourd'hui. Nous avons quasiment doublé le revenu par tête d'habitant, le PIB de la Côte d'Ivoire a quasiment doublé, etc. Notre capacité en production d'énergie a quasiment triplé, puisqu'aujourd'hui, tous les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire ont de l'électricité, alors qu'on n'avait que 33% de taux de couverture en électricité. Mais les populations voient ça. Moi, je suis issu d'une région qui est fortement dominée par le milieu rural. Dans ma région, c'est près de 3000 km de pistes qui ont été reprofilées. Peut-être pour vous, Abidjan, ça n'a aucun impact, mais pour le parent paysan qui a Dania, qui a Kétro-Bassam et qui cultive et qui doit évacuer ses produits ou son vivrier, ça a de l'impact. Les gens ont l'électricité, ils peuvent faire du commerce, etc. Les gens ont des centres de santé à moins de 5 km de là où ils sont. Donc, il y a eu des réalisations. Et c'est au nom de ces réalisations et de ces avancées que je pense que la majorité des Ivoiriens a opté pour le président Alassane Ouattara et est resté sourd au prophète du chaos, qui pour la plupart ont géré ce pays et n'ont su rien offrir aux Ivoiriens. Donc, entre le concret offert par Alassane Ouattara, même s'il y a encore des défis, et ceux qui n'ont jamais rien apporté à ce pays qui appellent au chaos, les Ivoiriens ont opté donc pour... Alors justement, pour revenir à la situation sociopolitique, au climat de la société ivoirienne, M. le ministre Mamadou Touré, avant cette élection, vous avez dû constater qu'il y avait une sorte de tension dans l'air en Côte d'Ivoire. D'un côté, le gouvernement qui a cru évidemment jusqu'au bout que les élections allaient bien se dérouler. Et de l'autre côté, on a une partie de l'opposition qui estime qu'elle a été exclue, comme l'a rappelé tout à l'heure Alamine Fofana, a été exclue du jeu politique. Et donc, certains leaders ont appelé les militants, disait-il, à descendre pacifiquement dans les rues, quoique cela s'est traduit par certains actes de violence sur le terrain. Aujourd'hui, la CEI a proclamé le président Ouattara vainqueur de cette élection avec un peu plus de 89% des suffrages. Ce n'est pas rien. Le chef de l'État, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va initier des actions en vue de décrisper l'atmosphère ou bien le pouvoir va se contenter de demander à la justice de faire son travail? Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que le droit protège encore la démocratie en Côte d'Ivoire ou bien protège-t-il le pouvoir en place? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, sans haine, sans parti pris. Et surtout, partage cette vidéo pour que le débat sorte enfin du silence. Abonne-toi, car ici, on parle de vérité, pas de visage, mais avec courage.